on se retrouve pour ce 4e épisode. On a parlé de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dont on voudrait encore parler. Et là, aujourd'hui, on va écouter un peu les fruits de ton travail. Donc, par quoi tu veux commencer ? Je veux d'abord dire que du temps où j'ai été inscrit au barreau de Paris, ma réputation était d'être le Colombo. C'est-à-dire celui qui pose des questions idiotes jusqu'au moment où il trouve la solution auquel personne n'avait pensé et qui était connue dès le départ de l'épisode. Voilà. Donc il faut admettre qu'à partir des années 2000, j'ai compris dans quelle situation inextricable allaient se retrouver les juristes français. Et tout ce que j'ai fait était pour préparer ce moment terrible dans lequel la France se retrouverait au cœur de problèmes sans aucune solution. Et on y est là. Et on y est. On y est, d'où ce dernier opus que je veux être très concret et amener vos auditeurs, vos spectateurs, vers cette lueur d'espoir, la fin de mon livre préféré, Le Comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas était le biographe officiel de la Maison de Savoie. Comme quoi tout se tient et se retrouve finalement par des circonvolutions et des rebondissements étonnants que ceux qui croient en Dieu attribuent à Allah ou à Yahvé, pour parler des religions d'Abraham. En tout cas, ce dernier épisode, c'est l'occasion pour moi d'accueillir et d'embarquer avec moi, si vous le voulez bien, sur deux cas concrets qui sont riches d'enseignements sur comment on peut trouver une solution et quelle forme peut prendre cette mise en œuvre d'une solution de droit international. Alors, tu voulais parler de l'affaire de Boualem-Sansal, c'est ça ? Voilà. Alors, il faut tout... C'est qui ? Alors, les relations diplomatiques de la France avec l'Algérie sont parmi les plus opposées et conflictuelles qui soient. Des déclarations intempestives d'Emmanuel Macron sur la souveraineté marocaine sur la zone qui était tenue par le Polisario, c'est-à-dire toute l'affaire du Sahara occidental, qui a pris un rebondissement terrible depuis que le président Macron a fait une déclaration comme quoi ce territoire serait sous souveraineté marocaine et non pas sous souveraineté sahraoui démocratique ou sous contrôle algérien. Bon. Cette affaire a pris des tours vraiment inquiétants, au point que je tire la sonnette d'alarme pour l'Algérie. Cette affaire Boualem-Sansal est un casus belli. Mais Boualem-Sansal, c'est qui ? Alors Boualem-Sansal est un écrivain qui a été reçu sur pas mal de plateaux de télévision et dans certaines réunions publiques, prises de parole publiques en faveur de la position française en ce qui concerne le problème sahraoui. Cet écrivain, cet intellectuel, va
être condamné par la justice algérienne à une peine de prison importante, je crois que c'est une vingtaine d'années, suscitant une indignation générale. Liberté d'expression, etc., etc., etc. Bon. L'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît. En apparence, effectivement, les Algériens sont des vilains. Ils ont embastillé un intellectuel pour ses opinions, opinions qui se trouvent être en corrélation avec la position officielle de la France, en tout cas de la France sous l'influence du système macronien. Et donc, en apparence, l'affaire est en très grand désavantage de l'Algérie. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Boualem Sansal n'est un national français méritant d'être protégé, mais c'est un Français récent. Quelle était sa carrière précédente? Il était haut fonctionnaire et était fonctionnaire au sein d'un ministère de l'industrie et des mines. Mais en France ou en Algérie? En Algérie. Donc, lorsque les médias français présentent Boualem Sansal comme un intellectuel d'origine algérienne, poursuivi en Algérie en violation de la liberté d'expression voulue et défendue par la France, c'est un raccourci. D'abord, la liberté d'expression en France, on a des chaînes qui ont été fermées, on a des personnes qui sont blacklistées, on a des poursuites et des scoops régulièrement, et des révélations comme quoi il y a une connivence tout à fait déplorable entre certains médias et certains intérêts financiers ou politiques. D'accord ? Bon. On présente ça de manière inadéquate. Oui, Boualem Sansal est un intellectuel français méritant la protection de la France. Mais c'est également un ancien haut fonctionnaire de l'Algérie. Quelqu'un qui, vraisemblablement, touche sa retraite de haut fonctionnaire algérien. Il se trouve qu'il faisait partie de l'appareil d'État algérien du temps Bouteflika. Depuis, le président Boumedienne a pris le pouvoir et il est rentré dans un processus de moralisation de l'Algérie. Comme un certain nombre de grands pays l'ont fait, il y a un tournant à réaliser pour passer d'un système ancien et corrompu à un système assaini. Donc c'est le cas de l'Algérie. Mais alors pourquoi c'est un casus belli? Alors c'est un casus belli parce que un ministre du nom de Bouchouareb a été récupéré par la France. On lui a accordé une protection, on lui a accordé la nationalité, alors que des scandales politico-financiers ont abouti à l'incarcération de plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires et ministres algériens, parmi lesquels se trouvait celui-là, lequel avait était poursuivi était soupçonné, et il y avait des preuves notamment dans les Panama Papers, ça apparaissait clairement. Donc il a été mis en lumière qu'il y a eu des détournements de fonds par ce ministre, qui lui a valu 5 condamnations à 20 ans. Mais la France refuse de l'extrader. L'Algérie a une envie incontournable de récupérer les personnes qui ont pu être condamnées et impliquées dans des trafics très graves. Il faut imaginer que la France décide
d'opérer une purge de ces élites prises la main dans le sac dans des détournements de fonds publics, que ceux-ci se réfugient à l'étranger avec les pays qui ont bénéficié de ces magouilles. On imagine mal que la France se contente du refus poli de tel ou tel pays qui refuserait d'extrader nos anciens dirigeants au prétexte qu'on viendrait de leur accorder la nationalité panaméenne, qatari, pour nous utiliser deux exemples plausibles, mais je ne cite. Mais de là à déclarer une guerre, c'est quand même... Enfin voilà. Oui, c'est la... Boilem... Oui, mais c'est la notion de souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Qu'est-ce que le patriotisme? Et est-ce que le patriotisme algérien, la souveraineté algérienne, peut tolérer qu'il y ait un blocage où on met sur un pied d'égalité l'incarcération d'un intellectuel haut fonctionnaire que l'Algérie refuse de rendre à la France, quand préalablement et parallèlement, un ministre qui était le patron de cet intellectuel est lui-même protégé et mis hors de portée de la justice algérienne, alors même que les preuves étaient accablantes. Bon, il y a un échange possible. Actuellement, c'est impossible. D'ailleurs, l'Algérie refuse l'arrivée même d'avocats qui sont soupçonnés d'être sionistes. C'est-à-dire, l'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël. Voilà. Il considère que c'est un État occupant, que c'est un État dont les frontières ne sont pas réellement définies et constitue quelque part une dérogation anormale et injustifiée au statut général qui oblige les États au moins à déclarer leurs frontières, quitte à ce que ces frontières soient contestées par tel ou tel autre. Mais en tout cas, chaque État est en mesure de fournir l'état officiel de ses frontières. L'Algérie est un État qui, de ce point de vue-là, n'a jamais et ne reconnaîtra jamais un État d'Israël dont les frontières ne seraient pas définies. Donc il y aurait possibilité d'échange entre un ancien Premier ministre, un ancien ministre? Oui, je pense qu'il y a un motus vivendi à trouver, respectant à la fois les intérêts fondamentaux de la France et les intérêts fondamentaux de l'Algérie. Mais ça sous-entend un changement de langage et qu'on arrête les histoires de détournement de fonds et les histoires de justice algérienne à l'encontre de leurs dirigeants. La France n'a pas à s'en mêler. Voilà. Sinon, c'est de l'ingérence. C'est une ingérence dans la souveraineté d'un pays. Et ce n'est pas parce que la France n'est plus souveraine. Elle n'est plus souveraine. Elle a délégué, dans des conditions tout à fait discutables d'ailleurs, sa souveraineté aux instances européennes. C'est tout le problème de 2005 et de 2008, où on retrouve Nicolas Sarkozy qui met fin au statut du président de la République susceptible d'être poursuivi pour haute trahison. Hein, donc on renforce officiellement les pouvoirs du Parlement, mais en réalité les garde-fous ont été abaissés. Bon, donc on retrouve dans cette affaire de l'Afrique du Nord, on retrouve et du Proche-Orient. On retrouve toujours ces mêmes intérêts, on retrouve toujours ces mêmes ambiguïtés, ces mêmes ambivalences avec le droit international, la charte de l'ONU et les principes élémentaires de sagesse et de morale. On retrouve toujours les mêmes composantes. Là, j'affirme que moi et Maître d'Angléan ne pouvons pas être soupçonnés d'être à la solde du gouvernement français. Nous sommes menacés de mort.
D'accord ? Donc des interlocuteurs comme nous, les Algériens peuvent les entendre. Je note que les Algériens sont très agressifs, sont très revendicateurs, et qu'il faut s'en inquiéter. Parce que le peuple algérien est un peuple fier, un peuple courageux, et un peuple dont l'ADN post-indépendance repose justement sur une guerre entre les systèmes juridiques français et les systèmes juridiques locaux. Et que la remise en cause des accords d'Évian par Bernard Retailleau, ministre de l'Intérieur, était une folie absolue et montre un dysfonctionnement entre les différents services de l'État où certains ministères n'adoptent pas les mêmes positions que les autres. Les accords d'Évian, tu nous rappelles en 2 mots ce que c'est ? Les accords d'Évian, il y en a 2. Il y a les accords, les premiers, les accords d'Évian, qui sont des accords de dédépartementalisation. C'était un accord quelque part franco-français, puisque l'Algérie n'est pas encore indépendante. C'est par les accords de départementalisation que le processus de proclamation de l'indépendance algérienne est possible. Et il faut donc distinguer les accords d'Évian, les premiers, des accords 62, 61, 62, des accords d'Évian ultérieurs où on a précisé 68, notamment 68, ce que Retailleau a remis en question, c'est les facilités de délivrance de la circulation et même la possibilité pour les diplomates de se déplacer sans avertir l'autre. De la mise en place de commissions, notamment d'indemnisation sur les essais nucléaires. Ne pas oublier que la France a envoyé la première bombe dans le Sahara en 1960. En 1960, donc à la fin de ce qu'on appelait les événements d'Algérie. On a appelé ça la guerre d'Algérie que récemment, je crois que c'est Chirac qui a accepté qu'on parle de la guerre d'Algérie. Pour l'instant, c'était un conflit entre Français d'Algérie et Français de métropole. C'est très, très comparable aux accords de Minsk. Les accords de Minsk sont des accords ukraino-ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens de l'Est et les Ukrainiens de l'Ouest avaient trouvé un accord, et ces accords étaient d'ailleurs garantis par l'Allemagne et par la France. Mais c'était des accords internes. Les accords d'Évian, les premiers, c'est des accords entre la France et les Français d'Algérie. En revanche, les autres, c'est des accords internationaux. Donc on ne peut pas remettre en cause les accords d'Évian de 68 devant des Algériens médusés par cette audace. Si on commence à remettre en cause ce type d'accord, alors on va ouvrir le dossier. Alors on va ouvrir le dossier de manière très désagréable pour les Français, puisque Tahiti, la Polynésie, a ouvert le dossier de l'indemnisation des populations concernant les essais nucléaires français. Si on commence à ouvrir ce dossier pour les essais nucléaires français, et je rappelle respectueusement au Quai d'Orsay et à tous les juristes français que, attention, parce que les accords d'Évian prévoyaient la mise en place de commissions d'enquête, de commissions d'indemnisation, tout ça n'a pas été fait. Un petit peu comme n'a pas été transposée au bout de 36 ans la Convention de protection des droits de l'enfant. Donc le problème de transposition des normes de droit international par la France, la mise en œuvre réelle de ces accords et de ces engagements législatifs ou internationaux, attention à la France, attention. On ne peut pas mentir, on ne peut pas continuer dans le polichinelle alors que tout le monde comprend que le sujet n'est pas celui qui est officiellement abordé par la France. Nous, on récupère un intellectuel qui a été malmené par un vilain État qui n'est pas démocratique et qui est sanguinaire. Voilà la manière dont on présente en France l'affaire Boualem-Sansal. Ce n'est pas du tout la manière dont on le présente en Algérie, et il serait intéressant
que la France, les journalistes, le système des juristes français cesse de ne pas écouter ce qui est dit en face. Je note que les juristes algériens sont beaucoup plus ouverts à la discussion que ne le sont les juristes français, qui ne veulent pas aborder les faits de la manière dont les Algériens le présentent. Tant qu'on sera dans cette situation de blocage, tant que l'Algérie refusera des avocats qui ne sont pas des avocats, qui sont en réalité des porte-flingues. Moi, je ne suis pas le porte-flingue de la France. Mais ce monde est perdu, il faut le refaire. Comment l'Algérie peut participer à refaire ce monde ? L'Algérie est un exemple à suivre au niveau de sa décolonisation. C'est-à-dire que la décolonisation française, les derniers événements prouvent que l'Algérie, ce n'est plus la France. Quels sont les pays qui ont anciennement été administrés par la France et dont on peut dire que leur souveraineté a été pleine et entièrement retrouvée ou découverte? Je pense qu'il n'y a que l'Algérie. L'Algérie est un pays qui est très soucieux, c'est un pays très fier. Je rappelle que lors de la prise d'otage à Air France, dans lequel des familles d'Algériens et de Français étaient pris en otage, les familles algériennes ont refusé de quitter l'appareil, par solidarité avec les familles françaises. Je ne suis pas certain que le même geste très noble et admirable de familles françaises aurait pu bénéficier à des familles algériennes qui auraient été prises en otage par des terroristes français, et les Français disant non, vous allez, si on quitte l'appareil, vous allez tuer les familles algériennes, donc on ne quitte pas l'appareil, nos enfants mourront avec les autres. Voilà. Bon, donc l'Algérie a été capable de ça. L'Algérie a été capable de ne pas réclamer et de ne pas profiter de l'effondrement de l'URSS pour profiter de l'occasion et tirer des avantages. Les peuples algériens et russes sont amis dans les épreuves et pas uniquement dans les succès. Il serait vraiment bien que la France et l'Algérie se réconcilient, parce que s'ils se réconcilient, ça veut dire que l'état d'esprit très mauvais au niveau du droit international et de la moralité et de l'effondrement de nos valeurs, de nos tolérances à la colonisation américaine, parce qu'il faut en parler. Hein. Est-ce que la Suisse est colonisée par l'Amérique ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'implantations de restaurants dont tout le monde connaît le sigle et les couleurs, hein, et la qualité discutable de cette restauration rapide. Voilà, bon. Donc, il y a, s'agissant de la Savoie ou de la Suisse, de Genève, en fait un problème de colonisation des esprits, de colonisation financière, de colonisation religieuse, ésotérique. Mais au sens propre, il y a aussi ce problème de colonisation de la Savoie. Oui, la Savoie, elle est doublement colonisée. En fait, elle est colonisée par la France, elle-même colonisée par les États-Unis d'Amérique, depuis le plan Marshall, où les États-Unis avaient exigé que la France construise 200 complexes de cinéma, dont 50% projetteraient des films en provenance des États-Unis. C'est une des conditions de la reconstruction américaine à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Courchevel a été entièrement financé dans des conditions humainement tout à fait scandaleuses, d'accord, puisqu'il y a eu des spoliations, des expropriations avec des suicides à la clé et de la corruption à très haut niveau. Mais Courchevel a été construit avec les bons de reconstruction américains lorsque
une personne avait reçu des bombes sur sa maison, il avait un bon et il avait le droit d'acheter des matériaux et de payer la reconstruction. Et ces bons étaient cessibles. Soit vous reconstruisiez votre maison, soit vous vendiez votre bon à des promoteurs pour mener des opérations et trouver des financements. Machin. Donc c'est comme ça que Courchevel a été construite, avec les bons de reconstruction. Donc, ça c'est pour l'anecdote, ça. Hein. Mais parce que tu as lancé aussi toute l'architecture juridique du Conseil national de transition. Tu as été sur beaucoup de fronts, et puis tu m'as parlé de transition, de transformation. Voilà. Là, pour libérer un État colonisé par la France, il faut 3 choses. Il faut d'abord démontrer son droit à retrouver ou à acquérir son indépendance et sa souveraineté. Deuxièmement, il faut convaincre la puissance occupante d'abandonner sa position et son influence pour le transformer en autre chose, de l'entraide, de l'union, enfin bref, en tout cas, de sortir officiellement et d'accepter le changement de statut juridique. Et puis le troisième volet, c'est la reconnaissance internationale d'autres États. D'accord ? S'agissant de la Savoie, la reconnaissance des autres États n'a jamais posé de problème parce que la Savoie a signé au cours des siècles énormément de traités internationaux. Donc les États qui ont signé à une certaine époque des traités, des conventions avec la Savoie, connaissent la Savoie. Restent les 2 problèmes de démonstration du droit. Ça, c'est fait par la démonstration que j'ai faite de l'abrogation plein texte du traité de 1860 par application stricte des effets de l'article 44, paragraphe 3 du traité de 47. Je rappelle qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances victorieuses ont notifié à l'Italie lesquels des traités antérieurs à la guerre ils entendaient remettre en vigueur, puisqu'ils étaient vainqueurs, et que tous les traités avaient été suspendus. S'agissant de la France, elle n'a pas remis en vigueur le traité du 24 mars 1860 par lequel elle a récupéré et annexé la Savoie et Nice. Donc ils ne l'ont pas fait, ce qui entraîne, en vertu de l'application plein texte du traité, une abrogation de tout traité qui n'a pas été régulièrement notifié. Les traités qui n'ont pas l'objet d'une telle notification, la telle notification, c'était notification dans le délai de 6 mois des traités qu'on voulait remettre en vigueur, telle notification, car suivie d'un enregistrement à l'ONU obligatoire en vertu de l'article 44, paragraphe 2, rappelant l'obligation générale depuis 1945 pour tous les États de ne pas mener de diplomatie secrète et de bien veiller à faire enregistrer à l'ONU tous les traités afin que chacun sache exactement à qui il a affaire et qui fait quoi à l'ONU. Donc cet article 44 n'a pas été respecté par la France, elle a perdu la Savoie. Mais il y a le deuxième volet. Je démontre les droits de la Savoie à retrouver sa souveraineté. Je n'ai pas beaucoup de problèmes en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que la Savoie puisse être reconnue par d'autres États. Reste convaincre la France de son intérêt à elle à accepter le changement de statut juridique de ces départements, s'agissant de la Savoie et de la Haute-Savoie, 3 départements si on rajoute Nice et l'arrière-pays niçois. Bon, Et aujourd'hui, ça en est où ? Alors, ça en est que à tout moment, moi, en tant que président du Conseil national de l'État de Savoie, c'est-à-dire que, oui, par définition, cette personne morale de droit international public en cours
de reconnaissance internationale, enfin il y a déjà des reconnaissances internationales, mais en cours d'officialisation, d'accord. À ce stade, je n'ai que l'embarras du choix. Je suis en train de choisir le meilleur moyen d'officialiser la chose. D'ailleurs, cette interview en est une, d'une certaine manière, puisque je dis, je peux saisir les commissions juridiques ou de décolonisation, je peux saisir l'Assemblée générale de l'ONU, je peux saisir le Conseil de sécurité, je peux interpeller une nouvelle fois le secrétaire général, je peux saisir la Cour internationale de justice de multiples manières, soit en prenant l'initiative, soit en m'associant à des initiatives qui pourraient être lancées par des États qui ne sont pas en bonne intelligence pour l'instant avec la France. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Je rappelle, pour les juristes et spécialistes, que si le traité de 1947 qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale sur le théâtre européen, signé à Paris, si ce traité est important, il est surtout important parce qu'il a été signé à l'époque par 21 États, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les Russes, les Chinois, les Anglais, les Français, et j'ai oublié le 5e, les Américains, je pense, bon, les 5. Mais ces pays, notamment l'Angleterre et la France, ont éclaté. La France a donné naissance à plein de pays qui sont, par l'effet du droit de suite, engagés par ce traité de 1947. En réalité, ce n'est pas 22 pays qui sont concernés, mais 50. J'ai fait le calcul. Donc, le traité de 1947 et les conséquences d'une violation de l'article 44 et pour échapper aux obligations de décolonisation ne concernent pas 22 pays, 21 plus l'Italie, mais concernent 50 pays dont une trentaine sont issus de la décolonisation anglaise ou française ou russe. D'accord ? Donc, attention, c'est plus compliqué qu'ils le présentent quand ils disent que c'est compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué du tout. Compliqué par compliqué, c'est très simple à comprendre. D'accord ? On essaye d'échapper à nos obligations. Ça a marché un certain temps, c'est très bien. Maintenant, c'est obligatoirement la fin des haricots. On a la possibilité de voir la France mise en péril et la Savoie soit prendre l'initiative de la bascule, soit profiter d'une action étrangère pour s'y greffer et profiter de la situation pour apporter cet éclairage que j'ai essayé d'apporter depuis... Parce que, parlant d'obligations, il y a aussi des obligations de la Suisse par rapport à la Savoie. Alors, si le dossier de la Savoie est officiel, est officialisé, enfin si le contentieux est ouvert, oui, la Suisse est obligatoirement concernée. D'ailleurs, elle a un dossier brûlant de frontières sur les bords de la Morge, là. Il y a un cas, c'est le cas de M. Hilty, propriétaire d'une maison et d'un terrain qui est frontalier et qui met en lumière toutes les magouilles d'enregistrement, toutes les magouilles entre les différents intervenants pour s'arranger et violer le droit international. Or ça... Là, la Suisse est impliquée. Ah oui, oui. Est impliquée. Et en Savoie aussi, la Suisse a des implications. Il y a des faux en écriture. Les cadastres, les trucs, etc. Des études de notaires qui sont forcément impliquées, etc. C'est une affaire qui porte sur beaucoup d'argent et qui m'en cause énormément d'intérêt avec les subventions européennes en fonction c'est une affaire très grave.
dans lequel effectivement des plaintes ont été déposées en Suisse, mais également en Europe, au parquet financier européen et auprès du DOJ américain. Donc attention, c'est une affaire qui peut rebondir et ne pas rebondir à l'avantage de la Confédération helvétique. Moi je pense que le dossier de la Savoie doit être réglé à l'amiable, dans l'intérêt général. Des trois protagonistes principaux, la Suisse, l'Italie et la France, mais également de toute l'Europe et du reste du monde, si on considère qu'effectivement le cas de la Savoie peut être un détonateur à un changement de position du droit international public français. Donc, alors, refaire ce monde qui est perdu, c'est quoi ta vision globale pour pouvoir vraiment avancer concrètement de manière... c'est des situations complexes, mais finalement qui ne sont pas forcément compliquées, et tu as des solutions assez simples et assez pragmatiques pour pouvoir avancer. Si vos internautes et vos spectateurs le souhaitent, on approfondira le sujet. Mais rapidement, le cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. La France est en grande difficulté, me semble-t-il, à cause de ses élites, de sa corruption et d'un système juridique qui n'est plus adéquat. Très bien. Mais elle est confrontée à une crise économique absolument terrible. Cette dérive des institutions, cette dérive du droit interne français et ses conséquences à l'extérieur sont telle que la situation est devenue inextricable. On a une dette externe officielle de 3 400 milliards, et on ne parle pas de la dette privée, mais en tout cas, ça porte sur des sommes colossales. 3 400 milliards d'euros. 1 milliard, pour ceux qui l'avaient oublié, c'est 1000 millions. Ouais. Donc tu prends 1 million d'euros, on fait des choses avec 1 million d'euros. Et avec 1000 fois 1 million d'euros, ça fait 1 milliard. Mais si on en prend 3400, alors c'est la dette des Français auprès des banquiers et des prêteurs les prêteurs de la France qui ont des obligations d'État. Bon, voilà. Et ça, c'est un problème pour un pays d'être aussi endetté ? Oui, c'est un problème de crédibilité et puis un problème de financement. Voilà. Donc, on ne pourra pas s'en sortir juridiquement si jamais la France continue de devoir 3 400 milliards et n'a pas les moyens de rembourser une telle dette, en particulier si elle paie ses sources de revenus constituées par ses anciennes colonies. Hein, le franc CFA, par exemple, système qui continue d'être en vigueur, et est une source d'une rentrée d'argent. Si cette rentrée d'argent venait à disparaître, alors on serait encore moins capable de faire face à notre dette externe. Ma thèse en 2A était sur la dette externe du Mexique. Donc elle a été réduite de moitié et titrisée. Voilà, c'est ce qui arrivera à la dette française. Néanmoins, il reste quand même qu'il y a un trou dans la caisse. C'est ça. Alors, comment est-ce que concrètement la vision globale un petit peu d'un monde qui se refait, on entend qu'il y a beaucoup de choses qui sont subtiles, qui sont de l'ordre de la morale, de l'ordre de la transparence, il y a beaucoup de procédures nouvelles à mettre en place. Il y a un peu juridique. Alors, il y a une île au large du Mexique qui s'appelle l'île de Clipperton, qui fait l'objet d'une attention toute particulière des juristes, parce que c'est l'exemple d'une terra nullius, une terre sur laquelle il n'y a pas d'occupants. C'est très particulier, c'est un îlot dans lequel il n'y a pas d'eau potable. Donc, la revendication de la souveraineté sur cet îlot est d'autant plus intéressant que c'est un cas d'école. On ne peut pas laisser quelqu'un sur place sans une réserve d'eau, et s'il n'est pas ravitaillé, il meurt de soif. Bon, donc ça crée une situation très particulière qui a fait l'objet d'une sentence arbitrale qui a définitivement accordé la propriété, la souveraineté sur l'îlot de Clipperton
autrement appelée l'île de la Passion, puisque les Français l'avaient découvert un jour de la Passion, mais enfin bon, tout le monde appelle cet îlot l'île de Clipperton. Et cette île de Clipperton a une zone, une ZEE, une zone économique exclusive colossale, puisqu'elle est en plein milieu du Pacifique, et il se trouve qu'elle est entourée d'une zone exploitable des hauts fonds, avec une quantité astronomique de nodules polymétalliques. C'est-à-dire une exploitation possible, faisant de cet îlot de Clipperton le moyen de renflouer les caisses. Les estimations, compte tenu des métaux en question, dont certains sont rares, voire très rares, l'estimation basse, c'est 10 500 milliards de dollars. Donc exactement 3 fois la dette extérieure de la France, c'est ça? En faisant du droit, uniquement du droit, eh bien, on règle le problème majeur qui est le problème de l'argent. Tu pourras utiliser tous les systèmes juridiques, les imaginer. Si jamais on ne peut pas les financer, si jamais il y a un blocage fric, rien n'est sérieusement envisageable. Avec la France qui perd ses colonies, ses anciennes colonies, son influence dans le monde, mais qui bénéficierait de ce gisement qui ferait de la France un pays producteur de métaux rares. Voilà. Y a une solution possible. Et alors, ce qui est amusant, c'est que si cet îlot est incontestablement français, il n'est pas mexicain, il n'est pas anglais, il n'est pas américain, même si les Américains l'ont occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale et continuent de l'occuper officieusement. Ça peut faire l'objet d'une émission à elle seule sur qu'est-ce que l'îlot de Clipperton et qu'est-ce qu'ont fait les Américains, l'ont-ils réellement quitté, qu'est-ce qui se passe au moment où je parle sur cet îlot, voilà. Mais on a la possibilité de s'asseoir sur une sentence arbitrale. Cette sentence arbitrale, elle est très connue. Mais elle date de quand? Elle a été cette sentence arbitrale à vérifier, mais c'est dans l'entre-deux-guerres. Et cette sentence arbitrale, elle a été rendue par Victor Emmanuel III, duc de Savoie. Voilà. Et, le monde est petit. Voilà. Et donc, en faisant du droit international savoyard, on ancre la France dans une possession et une capacité d'exploiter l'îlot de Clipperton au niveau de ses minerais, et on rebondit, c'est là que ça devient amusant, sur l'avis consultatif rendu en 1975 dans l'affaire du Sahara occidental, qui s'appelle Western Sahara, à vérifier par vos internautes, Cour internationale de justice, affaire du Sahara occidental, Western Sahara, 1975, vous avez, tout est sorti. Et cet avis consultatif de 1975 fait référence à la sentence arbitrale de Clipperton. Donc tout ça se tient. Il est possible, de manière tout à fait miraculeuse, de rectifier la position erronée en droit international du Quai d'Orsay, sous mauvaise influence d'un exécutif de plus en plus soumis aux États-Unis d'Amérique, de plus en plus dépendant économiquement, et de manière civilisationnelle des États-Unis d'Amérique. Et par ce biais du Sahara, de l'Algérie, de Clipperton, de cette manière que la France pourrait, grâce à la Savoie et à la Suisse, retrouvant ses idéaux, leurs idéaux respectifs au plan juridique, on a la possibilité de faire pirouette cacahuète générale et de mettre en adéquation des morceaux du miroir de Bergson
afin de planifier et que tout le monde se rende compte qu'en réalité, il détient une part du miroir, mais que ce sont les 194 morceaux qui peuvent faire rentrer le monde dans une nouvelle disposition d'esprit, faire cesser l'égarement, d'accord, et peut-être, ça c'est mon espoir, faire aboutir à une transformation, une transmutation de l'Organisation des Nations Unies en organisation des peuples unis. Voilà. Et donc là, je rends hommage au général Coustou qui, avec moi, a pu signer, donc l'année dernière, il y a 11 mois, une invitation du chef des armées et du président de la République française à s'engager dans une voie de droit international où la France prendrait l'initiative, même si elle est un peu subie sous la pression de la communauté internationale, de l'Algérie et des juristes et de tous les juristes du monde entier qui seraient d'accord pour que la France arrête d'être ambivalente avec la charte de l'ONU. Cette volonté, cette possibilité de voir la France redevenir le phare en droit international, exemplaire et capable de régler des problèmes inextricables, parce que les problèmes du Kosovo, les problèmes de l'Irak, les problèmes de la Libye, tous les problèmes juridiques au Sahara, à Mayotte, à Tahiti, tous les problèmes dans lesquels la France est impliquée, l'Ukraine, Gaza, tout ça, si jamais le droit international français venait à rectifier une position pour adopter une position moins détestable, moins critiquable, alors l'espoir est permis. Oui, je pense que aucun des peuples ne veut la guerre. Les dirigeants veulent la guerre. Les intérêts économiques et financiers qui permettent le financement des élections et la distinction de tel ou tel en fonction des appuis financiers qui vont avec. Je pense que ce monde doit prendre fin. Puisque avec un simple téléphone, on peut communiquer aujourd'hui. Donc la puissance médiatique, elle est maintenant partagée avec tout le monde. Alors, les journalistes, les avocats, les hommes politiques, il faut que nous nous réformions. On voit arriver les intelligences artificielles, donc il y a intérêt à ce qu'on soit meilleur que les machines. Et rien n'est plus ressemblant à une machine qu'un humain servile et obéissant, même à des ordres absurdes ou manifestement illégaux ou immoraux ou inhumains. Voilà. Il faut absolument le plus vite possible que les 8 milliards d'individus humains qui peuplent la Terre aient des dirigeants obligés de mettre les choses à plat, de reconnaître que les dysfonctionnements doivent prendre fin parce que un dysfonctionnement, ça a une durée de vie. On ne peut pas tolérer un monde de polichinelles à l'heure de l'IA. Ce n'est plus possible. Donc cette voie-là, elle sera portée par des démocraties qui doivent revenir à la hauteur de leur réputation. C'est le cas de la Suisse et de la France. La Suisse a une excellente réputation théorique. Et elle commence à avoir de plus en plus une très mauvaise réputation pratique. Ce qui est également le cas de tous les États de l'OTAN. Donc en guise de conclusion, alors l'IA c'est intéressant parce que tu dis on peut contrôler mes idées et mes raisonnements juridiques avec une IA aujourd'hui, oui. Mais justement ces idées viennent de toi, c'est toi qui as creusé, qui as trouvé les solutions. Donc c'est un peu un outil de contrôle finalement. J'aime beaucoup le problème juridique de l'IA parce que l'IA donne des conseils juridiques. Donc, engage-t-elle la responsabilité de son logiciel ou de ses créateurs ou de ses utilisateurs ? Bon. Et donc, je m'intéresse vraiment à ce sujet. Oui,
il est possible aujourd'hui avec les différentes IA les plus classiques. Hein. Je parle de ChatGPT, d'OpenAI, de Perplexity, de Kimi ou autre, comment s'appelle celle de... Oui, Croc, et Gemini, le nouveau Google qui est très bien. Et donc, oui, avec ces intelligences artificielles qui vont piocher et qui sont capables de vérifier les éléments, oui, en 5 questions, je fais valider tout ce que j'ai dit depuis 4 heures par une IA, par toutes les IA. Vous mettez dans l'IA traité de 1860, traité de 1947, charte de l'ONU, article 55 de la Constitution, vous en faites un prompt et vous faites mouliner n'importe quelle IA, et au bout de 4 moulinages, tout ce que j'ai dit devant votre caméra est validé. D'accord, alors on fera peut-être un sujet là-dessus une fois, hein, s'il faut. Là, on arrive un petit peu à la conclusion de ces 4 épisodes qui ont été chargés, hein, on les a fait un peu plus longs que prévu même. On peut prendre rendez-vous, on peut en visio, devant tout le monde, vérifier ce que je viens de dire avec 3 IA différentes. Mais là, surtout, au-delà de la vérification, j'aimerais peut-être conclure sur quelque chose d'un peu plus visionnaire, d'un peu plus grand. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le monde? À quel moment est-ce qu'on en est? Toi qui as quand même observé de très près tout ce monde dans beaucoup de pays et tout ce droit international. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que vraiment cet espoir, tu le vois concrètement? Oui, je le pense parce que à l'ONU, depuis sa création, il y a toujours eu deux catégories de diplomates. Les diplomates qui s'occupaient des questions économiques et ceux qui s'occupaient plutôt des questions humaines. D'accord ? Il se trouve que les juristes de très grande qualité allaient tous vers le droit international économique. Et que les juristes de droit international s'intéressant à l'humanitaire étaient moins nombreux. Mais au fil des décennies, la corruption a davantage touché la partie économique de l'ONU que sa partie humanitaire. Les humanitaires, ayant moins de subventions et moins de budget que les autres, ont été obligés d'être plus imaginatifs. Il est vrai que des initiatives individuelles avec des budgets ridicules peuvent avoir eu des effets colossaux au plan humanitaire et rarement au plan économique. Il est rare qu'avec peu d'argent, on réussisse à régler un gros problème économique, avec peu d'argent. En revanche, avec peu d'argent, on peut régler des problèmes humanitaires très graves. Voilà. De sorte que cette bascule et cette concurrence qui de fait s'est développée au fil des décennies depuis 1945 et commençait depuis une vingtaine d'années à s'inverser, c'est-à-dire que les humanitaires étaient pris plus au sérieux que les économistes qui prétendent des trucs, qui prédisent des trucs qui n'arrivent jamais, avec des catastrophes à la une et de l'argent qui disparaît, on ne sait plus où il est. Tandis que les humanitaires, chaque euro, chaque dollar est tellement précieux qu'il y a plus de solidarité, plus de discussion, plus de contacts hors liens financiers. Et ce virage que j'avais anticipé, il est clairement d'actualité aujourd'hui. Oui, le droit, les peuples veulent que les peuples soient respectés. Voilà. Le droit des peuples, que je pense être l'avenir de l'humanité, les peuples veulent que le droit international soit un droit des peuples et non pas un droit des nations, quand on considère que la nation, c'est les peuples
avec les sociétés, les groupes, les intérêts divers et variés qui constituent une nation dont les contours sont pas très définis. Voilà. Je pense que la notion de peuple a de l'avenir. Voilà. L'organisation des peuples unis, et si la Suisse, la France, l'OTAN d'une manière générale venaient à rentrer dans cette logique-là, qui je crois est celle des BRICS. Voilà. Les peuples se parlent, les dirigeants protègent leur peuple, sont capables d'avoir des positions divergentes et opposées aux autres, mais ça enrichit la discussion des relations internationales au niveau de la planète. J'ai de l'espoir, et je pense que la Savoie a son rôle à jouer de détonateur de cette transmutation sans laquelle nous mourrons tous. Nous mourrons tous de notre incapacité à concevoir que l'autre détient une vérité qui n'est ni supérieure ni inférieure à la nôtre, elle est simplement différente. C'est une part de vérité. La vérité, elle est chez le soldat, chez le général et chez le chef de l'État. Et chez les journalistes, et chez chacun de nous. En fait, la vérité, elle est notre trésor, notre vérité. Et elle est évolutive. L'organisation des peuples unis, ça c'est quand même un mot de la fin intéressant, ça. Oui, c'est mon objectif personnel. C'est le projet que je porte. C'est une proposition. Oui, au XXIe siècle, et compte tenu de l'évolution de la planète, les peuples qui ont été sous le joug de systèmes d'organisation très variés, aujourd'hui tout le monde dans le monde entier, il y a possibilité de se brancher sur l'information générale. Donc, oui, je pense que si la France est porteuse de cette idée-là, l'abandon de la supranationalité, de l'internationalité pour devenir de l'interpopularité en réalité. Les peuples sont des entités extrêmement capables de réflexion et d'intelligence collective. Non, je pense que l'intelligence artificielle, par exemple, présente des inconvénients, mais elle présente de très gros avantages. Il y a un certain nombre d'erreurs de base qui ne peuvent plus être commises par des États ou par des dirigeants, alors qu'une simple consultation sur n'importe quelle intelligence artificielle vous permet en 5 secondes de rectifier la bêtise. Donc ça entraîne des bêtises, mais ça en enlève plus que ça n'en amène. Surtout que cet outil-là va s'améliorer. Vous imaginez, entre les premiers avions, les Faucheurs de Marguerite, ou même dans les premiers avions de ligne, vous preniez un certain risque à monter dedans. Aujourd'hui, l'évolution est maîtrisée, donc ces outils, ce droit nouveau, je rêve, après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration française, je rêve d'une déclaration savoyarde des droits de l'homme souverain. Hein, c'est-à-dire que c'est plus les droits de l'homme vus par l'État, l'homme étant un citoyen, mais l'homme étant une créature de l'univers, une créature de Dieu. Donc devant s'inscrire dans une espèce de logique générale d'évolution qui mériterait que des juristes, après avoir fourni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sortent la déclaration, la charte de l'homme souverain. Et qu'est-ce que les États doivent imaginer pour non pas organiser le troupeau, le gérer au mieux des intérêts de l'État, mais au mieux de l'intérêt de chacun des brebis.
de chacune des brebis. C'est-à-dire un État, un système juridique mis au service de l'homme pour son évolution individuelle. À partir du principe que, oui, nous avons tous la possibilité de nous élever ou de nous abaisser, et le système juridique doit être conçu, réalisé par des gens qui n'oublient pas cet élément de départ. Le droit doit organiser le bonheur, il doit organiser l'amour, il ne doit pas organiser la guerre, il ne doit pas organiser les différences, il doit les magnifier. C'est amusant que quelqu'un croit qu'une vache pèse 3 tonnes. C'est une erreur. Mais c'est compensé par ceux qui pensent qu'elle pèse 30 kilos. Voilà. Et c'est de cet ensemble que naît le chiffre exact. C'est un concert où tout le monde chante faux, mais où la foule en entier chante juste. Et quand on voit, quand on perçoit cette chose-là, lorsque soudain la magie opère, lorsqu'en 98 il n'y avait plus de problème de racisme et machin, la France était championne du monde de football, et il n'y avait... J'ai beaucoup aimé ce moment-là, où les hommes gomment l'espace d'un instant leurs différences pour se retrouver dans des émotions partagées. Je pense que l'émotion qui consisterait pour les humains à dire nous avons réussi à ce que sur Terre tout le monde boive et accès à l'eau, à ce que les enfants soient protégés des adultes. Voilà. Si on réussit à faire ça, alors on a une belle planète et on a une belle humanité qui nous tend la main. Que tous ceux qui m'entendent et que tous ceux qui me verront, que celui qui n'est pas d'accord avec le fait que tous les humains boivent et soient respectés quand ils sont enfants, que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Voilà. Et je sais que ceux qui lèveront la main seront obligés de la baisser rapidement parce que c'est une évidence. À l'heure actuelle, nous avons les moyens d'être des gens bien, une espèce bien qui respecte les autres espèces. Vous avez en Nouvelle-Calédonie une île constituée de 98% d'autochtones. Et doté d'un certain pouvoir de réglementation reconnu par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui ont reconnu récemment, j'ai applaudi, une espèce animale en perdition comme étant un sujet de droit. C'est-à-dire que les requins menacés d'extinction font un procès aux hommes. Voilà. C'est beau ça, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a des vérités premières, des sagesses qui sont à l'intérieur de peuples autochtones et les pays dits développés, qui en réalité sont en voie de sous-développement, eh bien, serait bien de s'en inspirer rapidement. Il y a moyen de retrouver des valeurs profondes. Je ne suis pas certain que les Indiens d'Amérique, qui ont été largement massacrés, n'étaient pas titulaires et détenteurs de sagesse qu'il serait bon de remettre à jour et d'actualité. Les peuples indiens ont beaucoup souffert, mais ils ont prédit qu'un jour il y aurait un renouveau et que ce renouveau aurait lieu lorsque les enfants de ceux qui les massacraient s'habilleraient comme eux, avec des cheveux longs et des pantalons à franges. Voilà. Donc, et puis il y a une prophétie qui dit que tout ça partirait du Mont Blanc, voilà, d'un Mont Blanc. Donc c'est ce que je souhaite à l'Europe, à la France, à la Savoie et à la Suisse. Voilà.
Merci beaucoup Fabrice Bonnard, on a passé beaucoup de temps avec toi, tu nous as consacré beaucoup de temps. Merci infiniment, j'espère que les auditeurs pourront et les spectateurs pourront en profiter vraiment. Et puis bien sûr, on refera d'autres interviews au besoin. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à mettre justement vos questions et les choses qui pourraient être éclaircies. Soit c'est simple, on peut répondre directement, soit sinon on sollicitera de nouveau Fabrice Bonnard, qu'on remercie. Et puis on est sur le green. Donc vous allez suivre mes coups de putter. En gros plan. Voilà, en gros plan, et avec un intérêt particulier pour Agora TV, puisque depuis le départ, nous avons une relation sur la durée. Dès le départ, nous avions dit que ces premiers interviews serviraient plus tard. Voilà. Donc celui-là, c'est le 3e opus, mais à partir de maintenant, on rentre dans l'actualité. Je suis resté dans la théorie et dans la clandestinité pendant 20 ans, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut y aller. Voilà. Donc on va le faire et on va y arriver. Voilà. En tout cas, je crois qu'on peut vraiment te remercier aussi au nom de l'humanité de toutes ces années que tu as consacrées à comprendre, à chercher, à réfléchir. Et on a toujours le choix de renoncer simplement. Donc vraiment merci. Pour rappel, c'est parti de cette idée où tu t'es vraiment construit. Ce monde se perd, il faut le refaire. Voilà. Donc je m'y attelle et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà. Aidez-moi à refaire le monde. Merci beaucoup Fabrice Bonnard.